pour entendre le ministre de l'administration du territoire et la décentralisation, M. Mori Kondé, en direct sur Film FM et d'Amirador. Bonjour, monsieur le ministre Mori Kondé. Oui, bonjour, Film FM, bonjour à tous les Bienvenue sur notre antenne. Première question à lui, forcément avec vous, Talibé Bari. Oui, monsieur le ministre, vous laissiez entendre il y a quelques heures chez nos confrères de Dioma que vous iriez vers le FNDC en prélude de la manifestation du 23 juin prochain. Est-ce que vous y êtes déjà? Est-ce que où vous en êtes par rapport à la gestion de cette marche? Merci beaucoup, Talibé. Mais comme déjà à l'entame, l'idée était de discuter d'abord de l'immersion, j'aurais préféré qu'on commence par la question liée à l'immersion et terminer sur les aspects. Bien, alors si vous voulez, voilà, on va donc inverser. Parce que autrement, la préoccupation du moment, c'est vraiment cette manif qui est projetée pour ce jeudi. L'opinion souhaiterait vous entendre là-dessus, monsieur le ministre. Mais si vous voulez, donc parlons de l'immersion. Globalement, qu'avez-vous fait comme constat? Et puis un mot des raisons qui vous ont conduit au limogeage des préfets de Kouroussa et celui de Sigiri. Un limogeage, parlant de celui du préfet de Sigiri, un limogeage qui passe mal dans une certaine opinion. Merci beaucoup, Abouakar. Et comme je le disais, l'idée de l'immersion est partie du fait qu'il fallait envoyer les membres du gouvernement à l'intérieur du pays pour vivre le quotidien des administrateurs, des cadres de l'État à tous les niveaux, mais aussi voir les conditions dans lesquelles ils exercent la représentativité de l'État au l'intérieur du pays. Donc globalement, des électorats à Kindia, nous avons constaté presque l'absence de l'État dans la plupart des localités. Et au niveau infrastructure, vous remarquerez que même les régions qui ont connu les fêtes tournantes d'indépendance, aujourd'hui il y a un sérieux problème d'infrastructure au niveau de la représentativité de l'État. Et à cela s'ajoute aussi le manque criard de cadres à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, même si nous avons envie d'engager des réformes assez courageuses au niveau du fonctionnement de l'administration générale, mais vous remarquerez qu'on a un déficit total de cadres à tous les niveaux. Et l'autre élément, c'est par rapport aux questions liées aux questions de santé. Vous remarquerez que dans la plupart aujourd'hui des localités, il y a eu très peu d'investissements dans les infrastructures socio-sanitaires à l'intérieur du pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez encore des collectivités où des gens, où les femmes enceintes doivent faire 10-20 km pour pouvoir aller accoucher dans des conditions qui ne sont pas vraiment du minimum, je ne dirais pas les meilleures. Et sur la question liée à l'éducation également, nous avons constaté par endroit une sorte de pléthore d'infrastructures socio-éducatives et un manque criard d'encadreurs, donc d'enseignants. Et de l'autre côté, vous avez aussi pratiquement une certaine disparité entre les infrastructures qui devaient servir pour les enfants d'aller à l'école et le nombre d'enfants scolarisés et le nombre d'enfants scolarisables dans certaines localités. Vous remarquerez également, surtout dans la région de Kankan, une sorte d'abandon total des questions de l'éducation, surtout dans les préfectures de Mandiana et Sigiri. Si rien n'est fait dans ces localités dans les 5-10 prochaines années, on n'aura pas de cadre dans ces localités parce que la plupart, si avant c'est les élèves qui désertaient de l'école, aujourd'hui c'est même les enseignants qui abandonnent les salles de classe au profit de l'exploitation artisanale des mines. C'est un problème sérieux. C'est un problème réel. Un problème réel et sérieux. Parce que si avant, on disait qu'il faut faire des campagnes de sensibilisation des parents pour maintenir les enfants à l'école, aujourd'hui la question n'est plus là. Aujourd'hui, c'est même les encadreurs d'école, les enseignants, les responsables dans les écoles primaires, dans les collèges, qui désertent l'école au profit de l'exploitation artisanale des mines. Donc il y a un travail de réflexion qui va être engagé très prochainement afin de voir qu'est-ce qu'il faut pour sédentariser mais aussi fidéliser les acteurs du système éducatif au niveau de l'intérieur du pays, notamment dans les zones minières. Et l'autre chose également, c'est par rapport aux infrastructures routières. Vous avez dans la plupart des localités, en dehors de la route nationale qui traverse plusieurs préfectures allant jusqu'à Kanka et allant jusqu'à Zérékolé, vous remarquerez que le transport entre les différentes préfectures, il n'y a pratiquement pas d'infrastructure routière. Et c'est pourquoi, contrairement aux autres ministres, le ministre des Travaux publics et des Transports a eu à faire le tour pratiquement de tous les tronçons routiers
de l'intérieur du pays afin de lui permettre aussi d'avoir une certaine vue de ce qu'il y a à faire et de ce que nous pouvons faire à chaud avec les maigres ressources que nous avons au niveau de l'État. Donc, en gros, vous avez quand même une certaine absence de l'État à l'intérieur du pays. Ouais. Maintenant, comment vous comptez remédier à cela, monsieur le ministre? Comment? Parce que ce constat, on l'a senti, on l'a remarqué dans tous les discours tenus par plusieurs membres du gouvernement, notamment par le Premier ministre. Comment remédier à cet état de fait, l'absence de l'État à l'intérieur du pays? Justement, l'un des résultats de l'immersion a été qu'on n'a même pas attendu la fin de l'immersion. Quand je prends Zérékoré, à notre arrivée à Zérékoré, comme il fallait organiser le conseil interministériel, le conseil interministériel par visioconférence, on avait du mal à trouver même une salle qu'on pouvait aménager pour tenir ce conseil. Donc, séance tenante, moi j'ai reçu les instructions de M. le Premier ministre pour dire, oui, contrairement à tous les autres départements, il va falloir que vous essayez de bouger et mettre un bouchée double afin au moins que les localités où nous allons tenir les conseils interministériels, que le bâtiment administratif de ces localités puisse connaître une rénovation systématique. Il faut le faire, c'est urgent et ça peut être fait. Donc, comme vous avez remarqué à Zérékoré, le bloc administratif préfectoral de Zérékoré a subi des travaux de rénovation qui ont été faits nuit et jour 24 sur 24 et qui nous a permis de pouvoir tenir le conseil et aujourd'hui ils sont équipés, en plus de la rénovation, et tout ce qui est équipement de travail a été mis à disposition, mais également une salle de visioconférence aussi a été mise en place et tout le matériel sont restés sur place. Aujourd'hui, quand même, ça permet au niveau de cette région de pouvoir faire un certain nombre de choses. À Kankan également, ça a été le même mode opératoire. À Labé, nous avons trouvé les infrastructures dans un état très délabré parce que, contrairement aux régions de Kankan et Zérékoré qui avaient eu la chance d'abriter les festivités du cinquantenaire, Labé n'en a pas bénéficié. Donc, le gouvernement était dans un état de dégradation très poussée. Nous avons engagé les mêmes travaux de rénovation qui ont été achevés pratiquement à la veille du Conseil des ministres. Et à Kinya également, le bloc administratif préfectoral, nous l'avons fait. Et après l'élaboration du rapport de l'immersion et la préparation d'un plan, comme M. le Président l'a annoncé lorsque nous avons été rencontrés le président de la transition, nous allons élaborer un plan et au niveau de chaque préfecture, ce plan prendra en compte l'ensemble des infrastructures à réaliser, l'ensemble des projets qui doivent être menés, pas de façon sectorielle, mais de façon groupée, afin que, dans un bref délai, que certaines de ces localités quand même puissent voir une certaine présence de l'État. Parce que, pour qui parle de présence de l'État, c'est vrai, c'est les cadres, mais il faut créer un environnement qui permette aux cadres de pouvoir travailler. Aujourd'hui, vous partez à l'Abbé, et quand on vous montre l'infrastructure qui abrite la direction régionale de la police, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est un bâtiment abandonné à lui ou bien c'est quoi? Vous partez à Lelouma, vous partez à Tugé, on vous montre le bloc administratif où M. le préfet, qui est le premier répondant de la préfecture, le représentant du chef de l'État, de tous les membres du gouvernement, travaille. Vous allez vous poser la question, est-ce que c'est un bâtiment qui a été abandonné depuis 10 ans que les gens essayent d'abriter comme bureau? Vous partez à Gawal, c'est pareil. Vous partez à Beila, c'est presque inexistant. Donc, et que dire de Lola? Lola, bon, je ne veux pas citer le tout. Maintenant, aujourd'hui, à partir de ce lundi et jusqu'à la fin de la semaine, il y a un travail de compilation qui est en train d'être fait et qui va nous permettre de créer un programme d'investissement que chaque département ministériel verra en fonction de la prévision budgétaire de cette année, qu'est-ce qui peut être fait à chaud pour quand même changer l'image de l'administration. À côté, il y a un besoin de formation, de renforcement des capacités des cadres de l'État, mais aussi même de création des cadres de l'État. Quand je dis création, c'est vraiment ce qui n'existe pas. Aller dénicher des personnes, si c'est dans les institutions, dans les organisations internationales, partout où ceux-là qui sont en quête d'emploi, les former afin d'avoir une certaine présence de l'État. Quand je prends au ministère de l'Administration territoriale de la décentralisation, chaque collectivité doit disposer d'un receveur communautaire, donc d'un comptable. Dans certaines régions, pour 10 collectivités, c'est un seul comptable public, c'est un seul receveur communautaire. Donc, ce receveur-là doit couvrir 5, 6, jusqu'à 10 collectivités pour aider la mairie à gérer les ressources. Vous remarquerez que le monsieur, il se donne le plaisir de s'installer dans la localité où il y a plus de recettes mobilisables. Donc les autres collectivités sont laissées pour compte et on ne peut pas parler là-bas maintenant de bonne gouvernance ou de meilleure gestion des ressources de la collectivité. Voici entre autres le bilan très mitigeux de cette immersion gouvernementale, en tout cas du point de vue de l'administration, du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation. Oui, Talibé. Alors, monsieur le ministre, vous parliez tantôt de ces localités qui ont abrité les fêtes tournantes de l'indépendance. Et ce n'est pas, en tout cas aux yeux de beaucoup d'observateurs, compréhensible que
dans ces localités également, censées avoir bénéficié d'infrastructures pour l'administration locale, qu'il y ait le même constat. Est-ce que, quel constat vous feriez par rapport à l'état des infrastructures réalisées dans le cadre des fêtes tournantes en termes d'infrastructures achevées et inachevées? Oui, justement, j'allais en venir. Quand je prends la région de Zérékoré, vous remarquerez que quelques infrastructures ont été achevées, notamment la gendarmerie, la préfecture, le gouvernorat et d'autres. Mais vous avez aussi dans les préfectures plusieurs autres infrastructures qui ont connu des débuts de travaux, mais qui n'ont pas été achevés. Quand je prends Beila, jusque là où je vous parle, pour un marché qui a été passé depuis 2013-2014 pour la construction de la résidence du préfet, jusqu'à aujourd'hui, le chantier n'est pas encore à plus de 50%. Et lorsque vous regardez les décaissements au niveau des finances publiques, vous remarquerez qu'il y a un peu de décaissement qui passe jusqu'à 85%. Ça, c'est un seul exemple. Et vous remarquerez ces cas, non seulement à Kankan, non seulement à Zérékoré, mais également au niveau de Mamou et Abouki. Maintenant, à côté, il y a un travail, comme c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation d'alors, qui était le responsable de l'ensemble de ces projets, quel que soit le département sectoriel. Donc, le ministère de la décentralisation est en train de travailler avec le ministère du budget et des finances pour voir les entrepreneurs qui ont bénéficié de ces contrats. Aujourd'hui, ils sont à quel niveau d'exécution des contrats en termes de décaissement. Ce sont des entrepreneurs qui doivent rendre des comptes, monsieur le ministre. Autrement, ils doivent répondre devant la CRIEF. Bon, c'est un peu prématuré. Parce que ce sont des milliards. Ce sont des milliards. Quand vous nous dites ici que, je prends l'exemple, voilà, je prends au mot, vous nous parliez du marché de Beila qui aurait été financé à hauteur de plus de 95%, 85%, et que ce chantier reste en souffrance. S'il y a des comptes à demander à cet entrepreneur, mais aussi aux autorités d'alors. Oui, je ne dirais pas seulement des comptes. Vous savez, comme je le dis souvent, tous les jours, nous essayons d'améliorer un peu le travail que nous faisons et nous essayons aussi d'améliorer notre façon de travailler afin d'aider la Cour de répression des infractions économiques et financières de pouvoir très bien travailler. Et pour le moment, nous allons faire l'état de lieu. Voir, déjà, nous avons vu les taux d'exécution physique. Nous allons faire l'état de lieu des taux d'exécution et des taux de décaissement. Sur la base de ça, si nous voyons que pour une entreprise qui a décaissé plus de 80 et quelques %, il n'est pas à plus de 20% des travaux exécutés, nous allons demander à l'entreprise des comptes. Maintenant, si au bout d'un délai qui n'excède pas un mois, nous ne voyons rien, nous sommes en mesure de passer le dossier à l'agence judiciaire de l'État afin que des poursuites soient engagées. Parce que, monsieur le ministre, il y a le cas du stade de Zérékoré. On apprend qu'il y a eu 2 financements successifs, mais ce stade n'est jamais terminé, monsieur le ministre. Oui, quand je parle d'infrastructure, c'est y compris ce stade de Zérékoré au niveau des le stade de Macenta aussi, bien sûr. Le stade de Macenta. Donc, quand je parle d'infrastructure, c'est vraiment l'ensemble de ces contrats-là qui feront l'objet d'une évaluation sans complaisance. Oui, Mohamed Kaba. Ces seront comme ça transmis à l'agence judiciaire de l'État si les concernés ne s'exécutent pas dans les délais que nous allons leur demander. Alors, monsieur le ministre, comme vous avez souhaité d'abord d'entrée qu'on parle de l'immersion, au nom de la transparence, au nom d'un budget sincère, au nom de la bonne gouvernance, à combien s'élève le coût de cette immersion? Très bonne question, Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed Kaba. Je pense que c'est comme si je posais la question tout à l'heure à Abouakar qui décide de prendre Mohamed Kaba pour aller animer une émission au niveau de Kindia, qui déjà, Abouakar, depuis le début de l'année, avait prévu 5 missions à Kindia. Vous devez comprendre que c'est les ministres qui étaient en mission avec quelques membres de leur cabinet. Dans tous les départements ministériels, vous avez une prévision en termes de missions qui est réalisée dans l'année. Donc, on ne réinvente pas la roue. C'est juste chaque ministre, quand je prends le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, au même moment que j'étais en train de faire l'immersion, vous avez par exemple la direction générale de l'Afrique qui était sur le terrain, la direction générale du centre de formation des cadres locaux de Sérédu qui était sur le terrain. On ne réinvente pas la roue. Dans mon budget qui a été validé, qui est dans la loi des finances, il était prévu que le ministère de l'administration du territoire a déjà tel montant bloqué dans l'année pour effectuer des missions. Donc pendant l'immersion, c'est une partie de ce montant, comme si j'étais en mission ordinaire que je prends, pour aller faire le nombre de jours que je devais faire pour une mission ordinaire à Zérékoré, à Kankan, à Labé et à Kindia. À hauteur de combien? Non. Pour le ministère de l'administration du territoire, par exemple. Par exemple, chez vous, à hauteur de combien? Écoutez, il y a une loi qui fixe
les frais de mission. Oui, on a besoin de chiffres quand même, monsieur le ministre. En fait, en tant que coordinateur du budget du MATD, vous devez être à mesure quand même à l'issue de cette immersion. Oui, monsieur le ministre. Oui, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que l'immersion n'est pas une activité, c'est le mot immersion qui est nouveauté. Mais la mission des ministres et de leurs cadres à l'intérieur du pays, c'est comme toute mission que les cadres sont appelés à réaliser. Par exemple, pour ce qui est de mon cas, j'étais avec un chauffeur, un aide de camp et un assistant. Les frais de mission qui sont payés le jour au jour sont de 650 000 francs. Donc, si nous avons fait 5 jours à Vérécoré, c'est pour moi et pour l'ensemble des cadres, c'est ce montant-là multiplié par 5. Si nous avons fait 4 jours à Kankan, oui, c'est la même chose. Approximativement, oui, estimativement, à combien s'élève ce coût pour votre département? En fait, je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Oui, on vous comprend, mais on a besoin de chiffres. Est-ce que ça s'élève à milliards? Par exemple, pour le MATD, combien ça a coûté? Non, mais on vous pose la question, monsieur le ministre. Le contribuable guinéen a besoin de savoir, le MATD, cette immersion gouvernementale qui a duré 1 mois, a coûté combien au MATD, par exemple, au budget du MATD? C'est aussi simple que cela, monsieur le ministre. Est-ce que c'est un milliard? En tant que ministre, le nombre de jours que j'ai fait pendant l'immersion dans l'ensemble des 4 régions naturelles, 27 jours, vous multipliez cela par le montant journalier qui doit être payé au ministre. C'est combien? C'est combien le montant journalier? Est-ce qu'on peut faire les calculs? Le montant journalier est de 650 000 francs. 650 000 francs. Qui comprend le logement, la nourriture, l'hébergement, la nourriture, etc. Le carburant, les per diem. Je ne sais pas si vous en avez besoin. Le carburant, c'est autre chose. Le carburant est payé. Donc les 650 000, c'est comme on dit, c'est l'argent de poche. C'est pas l'argent de poche. Les 650 000 représentent les frais de mission pour la personne, son manger et son logement. Maintenant, pour ceux qui ont du carburant, pour ceux qui connaissent comment l'administration publique fonctionne, chaque cadre du département reçoit le carburant au début de l'année sur une carte qui est donnée en fonction de la localité à parcourir. Je pense que c'est des éléments qui sont assez basiques, pour lesquels j'ai préféré peut-être vous donner ces détails-là à travers la division administrative et financière. Bien. Parce que pour qui connaît on va essayer de faire évoluer ce débat. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, on va aller sur les questions d'actualité avec vous à Koumba Diallo. Le limogeage du préfet. Le préfet de Sigri et le préfet de Kouroussa. Merci beaucoup. Je pense que le préfet, le colonel Ibrahima Douramoudou Keita, c'est nous qui l'avons envoyé comme préfet à Beila. De Beila, nous l'avons envoyé à Sigiri. Et c'est un officier supérieur de l'armée guinéenne qui a fait d'excellentes choses dans l'exercice des fonctions, non seulement à Beila et à Sigiri. Aujourd'hui, il a été mis à disposition de son corps d'origine, l'état-major général de l'armée. Donc je ne vois pas pourquoi ça devait faire l'objet de polémiques. Et de la même manière, le colonel Abouakar Doumbouya, qui était préfet de Kouroussa, nous l'avons fait remplacer par le colonel de gendarmerie Idrissa Kamara. Je pense que... Oui, mais quelles sont les raisons? Parce qu'on a vu le cas de ce préfet Douramoudou qui allait dans un centre d'examen faire coiffer un candidat qui était en salle d'examen. Il se dit que vous avez cédé à la clameur publique et que le préfet, même s'il a mal agi, d'autres dispositions auraient pu être prises en amont pour ne pas que des élèves se retrouvent en salle d'examen avec des cheveux en hirsute, des cheveux hirsutes. Oui, monsieur Abouakar, ce que vous devez comprendre, la nomination et la révocation d'un commis de l'État par décret relève de la discrétion de monsieur le président de la République. Oh là là. Et n'importe quel cadre qui est apprécié par son travail, le président peut l'enlever où il est pour l'amener ailleurs. Vous ne savez pas, le colonel Ibrahima Douramoudou, il a été mis à disposition de l'état-major de l'armée pour quelle fonction? Donc pour moi, ne faisons pas le lien entre cet incident, la question liée à l'agissement du préfet de Sigiri dans une salle d'examen, ou moi-même, parce que ça fait la tollée, où j'ai demandé moi-même, j'ai présenté des excuses à la population qui estimait que c'était pas bien. Donc ce compte est authentique, hein?
J'ai pas compris. Ce compte est authentique? Votre Sur compte- lequel vous avez présenté vos excuses? Oui, mais c'est authentique. D'accord. Pour ceux qui me suivent depuis des années. Bien. Parce que Allez. pour Monsieur moi- le ministre, il y a aussi... Oui, on reste et non, sur- attendez, quelques il va éléments. conclure, oui. S'il vous plaît. Parce que pour moi, l'un des éléments de la gouvernance actuelle, ici, devait être de se mettre à l'écoute des citoyens. Maintenant, comme ce n'est pas tous les citoyens qui ont accès au ministère de l'Administration territoriale de la décentralisation ou à n'importe quel ministre, et que ce soit les médias, vos radios, souvent, nous avons des personnes qui écoutent, qui peuvent nous dire, écoutez, aujourd'hui, sur 5 radios, 4 ont quand même estimé telle question, ou 4 ont débattu cette question. Même si ça n'oriente pas nos prises de décision, mais ça permet aussi de savoir que oui, dans la gouvernance, voici ce que les citoyens pensent. Si en l'an 2000, on pouvait gouverner sans écouter, sans prendre en compte l'avis des citoyens, je pense qu'en 2022, les choses doivent évoluer. Nous devons se donner l'obligation aussi d'écouter les citoyens. Si on a l'opportunité de rencontrer un groupe d'enfants de 8 ans dans la rue et qui ont quelque chose à dire, on se doit donner l'obligation de les écouter. Bien. Quand j'entends certaines personnes dire que oui, c'est parce que les médias sociaux ont dit ceci, ont dit cela, que telle décision a été prise. Je pense que c'est une mauvaise appréhension des questions de gouvernance actuelles dans tous les pays du monde. Bien. Mori Kondé, ministre de... Oui, Talibé avant Kumba, oui. Oui, monsieur le ministre, on reste à Sigiri, puisque là aussi, le conseil communal a été dissous. Et on annonce que vous devriez mettre en place une délégation spéciale. Et ce conseil est accusé de mauvaise gestion et de détournement de ressources de la collectivité. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement à ce conseil communal dissous? Et sur cette même question, est-ce qu'il y a une décision de justice condamnant certains membres, disons la majorité des membres de Du ce conseil communal de Sigri, oui. Akoumba, tu n'as pas besoin d'avancer, je te réponds tout de suite. Oui. Sur la question, je pense que, comme j'aime souvent dire, les questions administratives, je les traite de façon administrative. Si vous êtes intéressé à savoir de façon chiffrée ce qui est reproché à la gestion du conseil communal, je suis volontiers à vous recevoir et à le discuter de façon... Oui, mais dites-nous-le ici, monsieur le ministre. S'il vous plaît. De façon publique. Si vous me laissez finir, oui, si vous me laissez finir, Ouais. vous allez comprendre. Bien. Maintenant, de façon générale, comme vous le savez mieux que moi, nous avons quand même des textes de loi qui régissent le fonctionnement d'une collectivité. Nous avons un code révisé des collectivités décentralisées en Guinée qui est la Bible et le Coran des collectivités. À ma prise de fonction, les comptes des collectivités étaient gelés sur tout le territoire national. Ouais. Nous avons commencé d'abord un travail de vérification à travers l'inspection générale de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils ont fait le tour de la plupart des collectivités, ils nous ont envoyé des rapports. Pour ne pas fonder la décision sur le rapport fourni par l'inspection générale de l'administration du territoire, nous avons envoyé une mission de contre-expertise de l'inspection générale des finances qui a fait le tour au moins d'une quarantaine, d'une dizaine de collectivités urbaines et d'une quarantaine de collectivités rurales, dont des collectivités de la préfecture de Tigray, communes urbaines et d'autres collectivités rurales. Au niveau de la commune urbaine de Tigray, vous remarquerez que lorsqu'on parle de gestion des ressources de la collectivité, la première des choses d'abord c'est la collégialité dans la prise de décision sur la gestion de la collectivité. Akoumba va me rectifier, mais une collectivité n'est pas engagée une dépense de 100 francs si la dépense n'a pas été validée en session du conseil communal. Maintenant, comment comprendre qu'une collectivité est passée plus d'un an, plus de 2 ans sans tenir de session et qui puisse quand même se donner le plaisir de faire des dépenses et envoyer les questions d'émargement dans les domiciles de chaque conseiller, ils se signent et puis ils signent entre eux et l'argent public est partagé. Ça, c'est d'une part. L'autre chose, aujourd'hui, quand vous regardez des collectivités dans plusieurs zones minières, vous remarquerez qu'ils reçoivent des ressources au nom de la population de la collectivité. Maintenant, si cet argent n'est pas utilisé tel que ça devait se faire, tout à l'heure, là, on est en train de parler des infrastructures. Comment comprendre que dans une collectivité où 18 marchés ont été passés, ou bien 20 ou 50 marchés ont été passés, mais l'ensemble des marchés qui ont été passés ont été octroyés à des entreprises appartenant au maire et à ses adjoints de la collectivité ou à des conseillers communaux. Et des marchés qui ne respectent aucune forme en termes de respect des procédures de passation des marchés, parce que vous remarquerez que les collectivités sont maîtres d'ouvrage des marchés qu'ils passent au niveau de leur collectivité mère, sauf qu'ils sont soumis à un certain nombre de principes qu'ils doivent observer. C'est entre autres les contenus du rapport, mais de façon chiffrée, pour ceux qui ont besoin, je suis assez ouvert pour que vous passez, on peut vous mettre à disposition. Akoumba va se mettre là-dessus, notre lumière chef. À l'AB, lorsque j'ai rencontré les collectivités de la région de l'AB,
ils ont posé la question liée au dégel de leurs comptes. Je pense que si vous avez bien suivi, j'avais dit à l'AB que des travaux sont en train d'être faits au niveau des collectivités. Les collectivités où la gestion est tant bien que mal, je ne dirais pas 100% parfaite, parce que quelque part aussi, certains ont manqué d'accompagnement, même s'ils avaient la bonne volonté. J'ai dit, mais les collectivités qui se retrouveront quand même dans une situation où plus ou moins la gestion elle était bonne, les ressources ont été utilisées pour les activités où ça a été, pour lesquelles ça a été planifié, ils verront leur compte dégélé avec un processus d'accompagnement. Mais les collectivités où les conseillers et l'exécutif communal ont donné le plaisir de se répartir l'argent public, non seulement ils vont être poursuivis pour rembourser à la collectivité l'argent qu'ils ont pris, mais également le conseil communal sera dissous. Sera dissous. Donc ça veut dire que on est dans le... L'action de dissolution du conseil communal de Sigiri n'est que la résultante de mon discours que j'ai tenu à l'AB en ce qui concerne le dégel progressif des comptes des collectivités. Donc il faut s'attendre à plusieurs délégations spéciales sur l'ensemble du territoire national. Bon, Abakar, il faut me prêter le mot. Pour le moment, les équipes sont en train de travailler. Je préfère ne pas tenir une déclaration qui puisse influencer le travail. Non, mais c'est que des observateurs vous prêtent l'intention de vouloir remplacer tous les conseils communaux élus par des délégations spéciales. Donc, quelqu'un le disait sur ce plateau, une espèce de scénarisation de l'administration locale. Oui, Abakar, c'est normal. C'est normal. Prêter une scénarisation de l'administration locale. Mais sauf que pour ceux qui connaissent le ministre de la territoire de la décentralisation que je suis, et par où je suis passé avant d'être là, je pense quand même qu'en Guinée, sans modestie, je fais partie quand même de ceux-là qui ont travaillé sur l'ensemble des textes de loi qui régissent le fonctionnement des collectivités. Le code des collectivités décentralisées en 2007, le code révisé en 2007. Sauf que ce dont on parle, monsieur le ministre, ce dont on parle, il s'agit de décisions politiques. Et vous n'êtes pas le premier décideur. Oui. Ça sera quand même gauche qu'on puisse dire que, Mori, de son passage au niveau du ministère de la décentralisation, il a laissé un laisser-aller total dans la gestion des collectivités. Je pense que je ne bénéficierai pas vraiment de pardon de la part de la plupart de ceux qui me connaissent. Bien. Maintenant, dire qu'il y a une ambition et il y a l'intention de dissoudre, donnons le temps au temps et observons les collectivités qui vont être dissoutes et celles qui ne seront pas dissoutes. Bien. Donc c'est en cours. Il nous reste 7 minutes. On va évoquer l'actualité à votre compagnie, Manu. Oui. Monsieur le ministre, il se trouve qu'au cours de cette tournée, justement, le ton est monté à Conakry quelques jours, on va dire après votre départ. Le FNDC a décidé de descendre dans la rue le 23 juin. C'est à quelques jours déjà. On vous a entendu il y a quelques jours, en tout cas, affirmer la volonté d'aller vers un apaisement du climat en recevant, en entendant notamment le FNDC sur cette marche. D'abord, ma première question, c'est est-ce que la marche du 23 juin sera autorisée? Et la deuxième, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire justement pour éviter d'ailleurs qu'on en arrive là? Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit chez vos confrères du Joma TV, et en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, il n'est pas de mon rôle d'autoriser ou d'interdire une manifestation quelconque. Il est plutôt de mon rôle de rappeler les textes qui régissent la question liée au regroupement, aux attroupements, aux cérémonies, aux cortèges et aux manifestations en Guinée à travers la Direction nationale des frontières et des libertés publiques. Donc, ceci dit, ce n'est pas à moi que les entités adressent leur courrier pour demander l'autorisation ou non de leur manifestation. Maintenant, quant à ma volonté d'aller vers un apaisement, en tant que ministre de la décentralisation, qui quand même assure la tutelle de tous les citoyens qui se mettent en groupe, serré, association ou n'importe quelle autre organisation, il est de mon devoir, lorsqu'une entité formelle ou non formelle décide de faire une action, ça peut être une manifestation, ça peut être une formation, quelle que soit l'activité, de prêter l'oreille, parce que si, à l'entame, si en écoutant ces acteurs, ils veulent que, comme je l'ai dit sur Joma, ils veulent que les choses aillent, ils veulent qu'il y ait une certaine ouverture en termes de discussion, je trouve pas mauvais de leur prêter l'oreille et d'être sensible à ce qu'ils demandent, faire une analyse approfondie et voir comment nous pouvons nous retrouver pour aplanir nos divergences. Oui, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire depuis cette déclaration? Nous sommes à 3 jours de cette marche et l'inquiétude grandit au sein des populations. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comme je l'ai dit, il y a un travail que je suis en train de faire avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques pour désamorcer et amener les acteurs autour de la table. Vous remarquerez que du mois d'avril jusqu'à maintenant, nous avons organisé
pour le moment des sessions du cadre de dialogue, où certains ont brillé de par leur absence au cadre de dialogue. Et n'eût été l'immersion gouvernementale, la session devait se tenir depuis le 12 juin. Maintenant, nous l'avons reporté pour cette semaine probablement. Ouais. Nous allons faire encore l'effort d'aller vers les acteurs, comme je l'ai fait, si vous vous souvenez, au mois de mai, d'aller vers l'ensemble des acteurs afin qu'ils puissent venir autour de la table, qu'on discute et que chacun pose ses revendications. Ouais. Tout là-bas, et ça, qu'il y a une analyse minutieuse. Oh, mais dans l'immédiat, monsieur le ministre, dans l'immédiat, parce que ça urge. Et qu'est-ce qui est prévu dans la journée de ce lundi, demain et mercredi pour aller vers ce front, ce FNDC? On sait bien que le FNDC n'est qu'initiateur de la marche, mais c'est une marche qui pourrait concerner plusieurs acteurs politiques et sociaux, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui va être fait dans les heures qui suivent? Comme je l'ai dit chez vos confrères de Yoma, depuis le jour que j'ai fait la déclaration de ma volonté d'aplanir les décisions, depuis ce jour, j'ai engagé avec mes collègues des pourparlers avec l'ensemble des acteurs concernés pour voir jusqu'où on pourrait s'entendre sur le strict minimum afin de ne pas quand même prêter, de ne pas nous prêter à des chaînes de manifestations et de déclarations qui n'est pas dans l'intérêt d'aller vers l'apaisement. Donc ce travail-là... Vous avez rencontré ou vous allez rencontrer la direction du FNDC? Non, comme je vous ai dit, c'est déjà en cours. Donc ça veut dire déjà que pour parler sont en cours. Mais pour le moment, bien. Par quel canal? Côté, nous nous réservons pour le moment de dire quoi que ce soit en attendant... Mais comment comprendre que vous soyez dans la dynamique de rencontrer un mouvement que le procureur général qualifie de mouvement n'ayant pas d'existence juridique? Comment... Je pense que je l'ai dit à l'entente de mes propos. Il n'est pas de mon ressort d'apprécier la légalité ou l'illégalité de tel ou tel. Il est de mon ressort, en tant que ministre des associations, des groupements, des ferrets, d'écouter tout le monde et de voir qu'est-ce que chacun veut apporter. Ça peut être, je l'ai dit, ça peut être formel ou informel. Monsieur le ministre, on apprend que le Premier ministre s'est impliqué dans vos efforts qui visent à ramener le FNDC et autres à de bons sentiments. Est-ce que vous confirmez cela? Je n'ai pas cette information pour le moment. Monsieur le ministre, j'ai envie qu'on reste longtemps sur la marche, en perspective, la marche du 23, mais j'aimerais rester dans votre poche pour quelques minutes ou quelques secondes. Vous avez dit qu'il y a une prime, en tout cas pour ce qui vous concerne, une prime de 650 000 francs guinéens par jour, à moins que je ne me trompe. Je ne vais pas faire... Oui, je vais... Oui. Akouba, je pense que nous avons suffisamment discuté. Je n'ai pas posé ma question, monsieur le ministre. S'il vous plaît, je suis ouvert à ces questions-là hors antenne pour donner des documents. Non, si vous voulez monsieur le ministre, ce que je voudrais demander, ce n'est pas de... il reste une minute avant d'aller à la pause. Oui, je n'ai pas posé ma question. Elle est très petite, elle est très simple. Bien, allez-y. Permettez, monsieur le ministre. Je ne vais pas s'interroger sur des questions très élémentaires. Oui, mais elle est simple, c'est celle que je vais demander là. Elle est très simple. Est-ce que vous, en tant que préfet, en tant que ministre de l'administration du territoire à l'intérieur du pays, vous n'avez pas été un temps soit peu pris en charge par un préfet ou un gouverneur? Et si tel était le cas, est-ce que vous allez rembourser les 650 000 francs guinéens par jour que vous auriez empêché? Et l'autre question, c'est qu'il y a des ministres, des membres du gouvernement, et j'en ai des preuves, qui ont puisé de l'argent dans des EPA. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Merci beaucoup, Akumba. Peut-être même autour de votre table dans le studio, il y a certains parmi vous qui connaissent quand même Mori avant d'être ministre. Il y a un principe, il y a un principe de façon très catégorique que j'ai dans la vie. Et à ma prise de fonction, pour ceux qui ont suivi mes discours avec les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs et les directeurs de DPA, je l'ai toujours dit. Dire que Paul ou Pierre est en mission dans ma localité, je dois débourser de l'argent, je dis ça doit cesser. Parce que vous n'avez pas d'argent. Si vous dépensez de l'argent pour un cadre en mission ou pour le ministre, ça veut dire que vous puisez dans l'argent, soit des collectivités, vous puisez dans l'argent de la préfecture qui devait servir de fonctionnement. Je suis très catégorique. Au contraire, il y a les 33 préfets qui sont en train de me suivre, les gouverneurs. Aucun préfet ne te dira que depuis que le ministre de la territoire de la centrale est en fonction, j'ai pu le donner 100 francs. Au contraire, lorsque je suis en visite dans la localité d'un préfet et d'un gouverneur, si j'ai la possibilité
de lui trouver, à cause de ses efforts, en plus du fait qu'il a l'obligation de faire correctement le travail, je trouve des petits montants d'encouragement pour le personnel de bas niveau des préfectures du gouvernement, notamment les chauffeurs, les plantons et les nettoyeurs. Vous pouvez demander ces choses qui sont vérifiables. En ce qui concerne de puiser l'argent dans le budget des GPA, vous avez la possibilité de vérifier autour des choses dans toutes les directions générales des GPA qui sont au compte du ministère de la territoire et de la décentralisation. Les directeurs des GPA vous diront que depuis que j'ai été nommé, jamais je n'ai rencontré le ministre que sur les questions d'ordre technique. Bien. Ce que nous allons faire, monsieur le ministre, avec votre permission, parce que la radio, c'est aussi nos obligations commerciales. Si vous permettez, nous allons revenir dans 5 minutes exactement pour donc clôturer cette interview, parce qu'il nous reste bien des questions à vous poser. Merci. Bien. Donc, on s'arrête là pour donc aller à la pause, à la seconde pause dans le cadre de cette émission pour nos obligations commerciales. D'ailleurs, nos excuses pour déjà l'accro fait donc au temps imparti à nos sponsors. On revient dans quelques minutes. Des ministres de l'administration du territoire, de la décentralisation, de retour à l'antenne. La question à Mohamed Kaba. On reste sur l'actualité de la marche. Alors, monsieur le ministre, sauf au changement de dernière minute, le 23 juin reste maintenu comme la marche décidée évidemment par le FNDC. Et si vous n'êtes pas écouté par ce FNDC, les partis politiques, que comptez-vous faire? Est-ce que la manifestation, si elle reste maintenue, est-ce qu'elle sera matée? Je suis ministre en territoire de la décentralisation. J'engage les pourparlers avec l'ensemble des acteurs pour désamorcer les crises et ne pas aller à une manifestation. Donc, je reste ferme et catégorique là-dessus. Il y aura des issues afin que les organisateurs de la manifestation du jeudi puissent accepter de venir autour de la table. Mais ils estiment que vous n'êtes pas leur interlocuteur. Écoutez, c'est vous qui le dites. Oui, c'est ce qu'ils estiment, que vous n'êtes pas leur interlocuteur. Et que vous voyez que, oui. S'il vous plaît, pour le moment, de toutes les discussions que j'ai eues avec l'ensemble des entités dont le MATD assure la tutelle, je n'ai pas connaissance qu'une entité est déclarée pour l'intégration des parleurs interlocuteurs. Tous les courriers que je reçois et les discussions que nous avons, nulle part ça a été fait. Donc, oui. Pour moi, tout ce qui n'est pas officiel ne mérite pas mon commentaire. Oui, mais de ce que nous savons, monsieur le ministre, désormais le FNDC veut discuter, ne veut discuter qu'avec le Premier ministre et le président de la République, le président de la transition, à défaut le Premier ministre. Bon, en fait, c'est ce que je suis en train de vous dire. En fait, ça, c'est des commentaires d'ordre général. Comme tout citoyen, nous l'apprenons. Mais pour le moment, ça n'a pas fait l'objet de discussion. Et aucune entité dont j'ai la charge en tant que tutelle d'encadrer. Donc, moi, j'évite de commenter tout ce qui n'est pas officiel en tant qu'officiel du gouvernement. Bien. Je repose la question. Est-ce que si la manifestation, si le FNDC, parce que le contexte est que le CNRD a décidé d'interdire toute manifestation jusqu'à preuve du contraire, et donc cela reste un fait. Mais si le FNDC décide d'aller au-delà, donc de braver cette interdiction, qu'est-ce qui pourrait se passer le jeudi? Je viens de vous dire que nous avons engagé des discussions, idéalement pour ne pas qu'il y ait manifestation le jeudi dans ce pays, afin que la transition puisse suivre son cours normal. Donc, moi, je reste dans ma position de celui-là qui est en train d'œuvrer à ce qu'il n'y ait pas de manifestation. Très bien. Alors, sur les points qui constituent source de casus belli, justement, Talibé, il y a la question du délai de la durée de la transition. La durée de la transition, et à entendre, par exemple, le colonel Amara, secrétaire général de la présidence et porte-parole du gouvernement sur France 24, on a l'impression que la durée de 36 mois... Porte-parole du gouvernement. Vous dites la présidence. La présidence. À l'entendre, en tout cas, le CNRD et le gouvernement sont déjà dans la logique de cette durée de 36 mois. Est-ce à dire que, même s'il devait y avoir un cadre de dialogue, cette durée-là reste immuable? Et que vous n'allez pas bouger sur la durée. Est-ce qu'on nous apprend que sur Joma, vous aurez affirmé que le chronogramme est déjà en marche? Oui, le chronogramme, effectivement, dès lors que nous avons présenté le Conseil national de la transition, et une résolution a été élaborée à cet effet,
l'ensemble des points du chronogramme qui concernent le ministère de l'Ensemble du territoire et de la décentralisation connaît à date un début d'exécution. Un début d'exécution. Par quel point, par exemple par quel point? Est-ce que c'est le recensement? Parce qu'au Mali, on vient de lancer le recensement pour 3 semaines. Par quelle activité vous êtes déjà dans l'exécution du chronogramme, monsieur le ministre? La question liée au recensement, vous comprendrez que le recensement général de la population et de l'habitat, c'est 21 jours. C'est ce que le Mali a annoncé par décret, qui sera fait également en Guinée. Mais il y a un travail préliminaire technique qui doit être fait d'abord en amont pour arriver à ce travail de dénombrement. Le dénombrement, c'est 21 jours. Mais avant cela, il y a tout un tas de choses, d'élaboration de documents, de tests, de pré-tests sur le terrain, de certains outils de tests. Donc c'est ce travail-là que vous êtes en train de faire. Par exemple, de la BAC, c'est en train d'être fait. Maintenant, du côté du recensement administratif en vocation d'état civil également, le processus d'élaboration des thèmes de référence de certaines activités, la demande d'envoi d'expertise internationale à travers l'AFD, l'Union européenne, et ainsi de suite, ça, c'est des actions qui sont en cours. Ils sont en cours. Maintenant, le cadre de dialogue tel que nous l'avons démarré, je le disais... Donc on peut dire que les 36 mois sont entrés en vigueur. S'il vous plaît. Je pense que la question de 36 mois, en le disant, il faut le nuancer. Focalisons-nous sur le contenu de l'agenda que nous avons présenté. C'est les actions qui sont importantes. Il se peut que les acteurs reviennent autour de la table et qu'ils trouvent que l'agenda que nous avons proposé, le contenu de l'agenda que nous avons proposé, il y a certaines activités qui peuvent être menées au même moment et nous allons aller très rapidement, moins que ce qu'ils ont, ce que eux ils estiment, ou en allant sur des discussions à tout moment ou des manifestations, comme je le disais tout à l'heure, qu'on puisse aller au-delà de ces 36 mois. C'est pourquoi j'ai jugé utile qu'il faut s'asseoir avec tout le monde, discuter. Maintenant, la session du cadre de dialogue qui devait avoir lieu le 12, qu'on n'a pas pu tenir parce qu'on était en immersion à l'intérieur du pays, aura lieu cette semaine ou la semaine prochaine, afin que les acteurs viennent autour de la table, que chacun dise exactement voici, en termes, dans le fond et sur la forme, sur l'agenda de la transition, voici ce que nous proposons, voici, et sur la compte de la transition, voici ce que nous estimons. C'est ce que nous recherchons. Et je pense que l'ensemble des acteurs sociopolitiques aujourd'hui dans le pays, à les entendre tous, veulent aller dans ce sens-là. C'est peut-être que les façons de l'exprimer, c'est ce qui diverge, mais nous pensons que cette fois-ci, la prochaine session du cadre de dialogue, nous aurons autour de la table l'ensemble des acteurs pour que le débat quitte dans les studios des médias pour se retrouver autour de la table. Bien. L'avant-dernière question. Monsieur le ministre, le problème avec ce cadre, justement, c'est que tous les acteurs qui projettent manifester le 23 ne se reconnaissent pas dans ce cadre de dialogue. Le format ne leur convient pas. Ouais. Le format actuel ne leur convient pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous les aurez, le FNDC notamment, la NAD, le G58, est-ce que... le RPG. Plutôt vous n'avez pas une bonne lecture alors de l'actualité concernant le cadre de dialogue. Le cadre de dialogue qui a été mis en place est consécutif à une consultation que moi j'ai personnellement conduite avec l'ensemble des acteurs sociopolitiques, notamment ceux-là que vous venez de citer. Je les ai rencontrés, nous avons discuté. Je suis allé jusqu'au plus petit détail leur demander quelle forme de cadre de dialogue vous voulez, quel type de cadre de dialogue vous voulez. L'ensemble de ces circuits que vous venez de citer, qui n'est pas exhaustif, ont écrit, ce n'est même pas de façon verbale, mais ils ont écrit pour dire nous voici le type de cadre de dialogue que nous proposons. Le seul point où il y a eu discordance, c'est par rapport à la présence des facilitateurs. Nous avons estimé que la représentation de la CEDEAO en Guinée, la représentation de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'USAID en Guinée, pouvait servir de facilitateur. Certains acteurs ont estimé que eux, ils préfèrent plutôt une facilitation de la CEDEAO, mais que la personne vienne de l'extérieur, mais pas quelqu'un qui est basé à Conakry. C'est le seul point de discordance par rapport à la question du cadre de dialogue. C'est pourquoi je disais que certainement vous n'avez pas la bonne information ou la bonne lecture de l'actualité. Mais la bonne information, c'est qu'après la mise en place de ce cadre, ils l'ont boudé. Ils l'ont boudé et s'ils sont amenés à aller dans la rue, c'est une preuve. Et la CEDEAO vous demande de mettre en place un cadre approprié. Aboubacar, vous dites quelque chose et son contraire. Vous venez de dire tout à l'heure que le cadre ne les convient pas. Maintenant, moi je vous donne maintenant le secret
la raison qui fait qu'ils disent que le cadre ne les convient pas. C'est la question liée à la facilitation. Et ils demandent à ce que, et ils se sont alignés sur la position de la CEDEAO qui est l'envoi d'un facilitateur international. Ouais. Nous avons estimé que cette organisation ayant sa représentation en Guinée, la personne représentant cette organisation pouvait servir de facilitateur. Donc, c'est le point de discordance. Maintenant, vous me ramenez encore à la question de dire qu'ils ont coupé. Ouais. Mais c'est normal qu'ils coupent parce que... Mais finalement, est-ce que quel est le mot d'ordre aujourd'hui au sein du gouvernement et du CNRD? Est-ce que le facilitateur désigné, nommé par la CEDEAO lors de sa dernière session, est-ce qu'il va pouvoir entamer sa mission? Est-ce qu'il est accepté finalement? Comme depuis le lendemain du 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, nous continuons les discussions avec la CEDEAO, qui est l'organisation sous-régionale à laquelle nous appartenons, pour aplanir nos différentes positions afin de conduire cette transition avec tout le monde. Donc, les discussions sont en cours avec la CEDEAO et les jours à venir, les informations seront apportées à votre connaissance. Mais pour le moment, je me réserve le droit de donner une position. Monsieur le ministre, on se rappelle dernière question, Talibi. On se rappelle que au sortir de la plénière qui a adopté les 36 mois au CNT, le porte-parole du gouvernement laissait entendre que le président devait promulguer une durée définitive de la transition. Cela amène certains à penser qu'il y a encore une possibilité d'aménager cette durée. Est-ce que il est prévu normalement qu'il y ait un décret de promulgation de cette durée? Je pense que je renvoie cette question au collègue Akumba, mais c'est une résolution que le CNT a prise pour apprécier... Oui, mais c'est le porte-parole du gouvernement qui l'a dit. Mais lorsque vous posez une question... Bien, on vous écoute, monsieur le ministre, allez-y. Je pense que c'est une résolution que le Conseil national de la transition a prise pour apprécier l'agenda, le contenu de l'agenda de la transition et la durée que nous avons estimé être nécessaire pour sa mise en œuvre. Eux, après analyse, débat entre eux, ils ont estimé que 39 mois était supérieur à ce qu'eux ils pensaient. Donc, et ils ont donné leur position sur la durée 36 mois. La résolution, le CNT aujourd'hui est l'organe législatif dans notre pays, comme on n'a pas d'Assemblée nationale. Donc, ils l'ont apprécié à travers une résolution. Dès lors que cette résolution est donnée, il n'y a pas lieu de parler de quelconque réaménagement. Pour à date, la question de 36 mois est entérinée parce que nous estimons, comme dans toutes les transitions dans le monde entier, l'Assemblée populaire ou le CNT qui est là est l'organe qui légifère sur l'ensemble de nos textes de loi qui ratifient. Donc, ils sont en mesure aussi de se prononcer sur la question liée à la durée. Contrairement à d'autres pays qui ont directement inscrit la durée dans la charte ou dans d'autres documents, nous avons préféré passer par l'option résolution. Donc je pense que cette question, il est tranché par le Conseil national de la transition et c'est ce qui a fait que nous avons eu le cutus de poursuivre de démarrer sa mise en œuvre. Est-ce que si la nécessité se pose, il reste plus que 3 minutes au visa des négociations et des discussions, est-ce que si la nécessité se pose, l'exécutif peut à nouveau saisir le CNT en vue donc d'une relecture de cette durée? Bon, ça c'est une question que je ne saurais répondre en tant que ministre de la Transition. Ça relève du haut lieu. Du haut lieu, bien sûr. Le Premier ministre et du président de la transition. Je préfère ne pas me prononcer sur des questions relevantes de M. le Premier ministre. Bien. Alors, monsieur le ministre, dernière question. Encore une fois, comme je l'ai toujours dit, moi je réitère la position du gouvernement quant à discuter avec tous les acteurs pour aplanir nos positions et nos divergences afin de conduire cette transition sans problème dans l'intérêt de tous les Guinéens. Allez-y Mohamed, dernière question. Alors monsieur le ministre, parlons à présent de votre département, le MATD. Moi je vais m'occuper de la gestion des déchets à Conakry. Vous savez très bien qu'il y a un opérateur qui a été recruté, Al-Bayrak. Mais aujourd'hui, tout porte à croire que les prérogatives de Al-Bayrak sont dévolues désormais au gouvernorat. Apparemment, toutes les mairies sont devenues des mairies de gestion des ordures. Pendant que l'ANASP, qui est là, est un organe de régulation. Et pour précision, monsieur le ministre, je ne sais pas si vous êtes au courant, que les travailleurs de l'ANASP sont sans salaire depuis 6 mois maintenant. Alors, qu'en dites-vous concrètement? Oui. Mohamed Kaba. Oui, monsieur le ministre. Je préfère qu'on ne transforme pas les studios des radios en lieu de réponse
des intérêts. Pas intérêt. Je suis l'invité. Écoutez, s'il vous plaît. Oui, mais c'est un fait. Écoutez, Mohamed, on va l'écouter. Allez-y, monsieur le ministre. Je sais que vous êtes un des travailleurs de l'ANSP, vous avez des intérêts. J'étais. Si vous voulez, il était. Moi, je ne sais pas casser. J'étais. Je n'ai aucun intérêt pour précision. Si vous voulez, bien. Tu me laisses finir? Oui. Moi, bien, allez-y, monsieur le ministre. Bien. Je pense que je prends suffisamment de temps pour répondre à vos questions, mais encore une fois, ne transformons pas le studio ou les émissions de grande écoute en tribune de réclamation des intérêts. Ceci dit, l'ANSP, l'Agence nationale de salubrité publique, est un EPA au compte du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant ma prise de fonction, lorsque les ministères ont été réduits de 40 et quelques à 25, les dirigeants actuels de l'ANSP avaient fait le choix de vouloir arrêter l'hydraulique. Et cela par méconnaissance des textes de loi. Lorsque vous prenez le code de révision des collectivités locales, il y a 14 domaines de compétences qui ont été transférés aux collectivités, dont tout ce qui est lié à l'assainissement. Maintenant, lorsque les dirigeants de l'ANSP à l'époque ont pris le soin de se dire qu'eux, ils veulent être rattachés au ministère de l'hydraulique, contre tout ce qui peut être lié à la loi, j'ai engagé des discussions à l'époque, mais qu'ils ne comprenaient pas. Et brusquement, ça coïncidait à l'élaboration de la loi des finances initiales. Donc, lors de l'élaboration de la loi des finances initiales, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation que je suis, ordonnateur des dépenses de l'ensemble des services du département, je n'ai pas pu avoir un travail avec les cadres de avec le management de l'ANSP à l'époque, afin de pouvoir faire prendre en compte leur budget dans le budget du MATD. Ils ont plutôt travaillé au niveau du ministère de l'Énergie, qui par après les a fait comprendre que, écoutez, nous on a regardé le texte de loi, l'ANSP dans sa forme originelle d'ailleurs a été créé au MATD en 2016. Ça a été créé au MATD et c'était même une petite division de la direction nationale du développement local. Donc, et de la direction nationale de la décentralisation à l'époque. Maintenant, ils ont été informés par le ministère de l'Énergie à l'époque de cette situation. Ils sont revenus. Mais sauf que cela a déjà prouvé que le budget, la loi des finances initiales avait été déjà promulguée. Donc, ils sont retrouvés dans cette situation. Même mieux, le 31 décembre, après que j'ai fait la visite de la plupart des services relevants, notamment le gouvernorat, certaines communes et certains GPA, je suis revenu à la conclusion que nos cadres sont mal payés, surtout nos contractuels. Mais lorsque vous regardez la manne financière qui est payée à ces contractuels, vous verrez que c'est un montant assez important. J'ai demandé à tous les responsables de ces services de mettre fin à tous les contrats de travail dans toutes les structures, en attendant pour moi de voir clair dedans qui est payé, qui travaille effectivement. Et j'ai dit ceci, si dans une structure, vous avez comme manne financière pour les contractuels qui fait 1 milliard de francs guinéens chaque mois, je veux que vous me sortez la liste, les contrats et les fiches de poste des personnes qui reçoivent ces 1 milliard par mois. Je dis comme ça, sur la base de ça, je pourrais vous autoriser à continuer les contrats. Je dis, mais si je n'ai pas ces documents avant le 31 décembre 2021, considérez que ces personnes, les contrats doivent s'arrêter. Maintenant, au 31 décembre, vu que je n'ai pas reçu des situations de tous les services, c'est seulement pour quelque chose que j'ai reçu. J'ai fait une note circulaire à tous les maires, préfets, gouverneurs, directeurs de GPA, directeurs de services rattachés au MATD, de mettre fin à tous les contrats des contractuels. Et de me dire les montants qui étaient utilisés de façon mensuelle pour payer les contractuels, les peu de personnes qui resteront désormais lorsqu'on va réviser les contrats, on va encore répartir le même montant entre ceux-ci. Ça veut dire quoi? Si 100 millions étaient destinés à payer 20 personnes dans un service, les mêmes 100 millions vont rester. Mais sauf que cette fois-ci, il faut encore redistribuer les mêmes 100 millions sur les 5 personnes qui vont rester. Une façon de dire que je ne suis pas contre qu'on coupe l'argent, mais je suis contre que ceux qui travaillent puissent être ceux-là qui bénéficient de l'argent. Je vous donne un exemple. Au gouvernorat de Conakry, je me suis retrouvé avec 1800 personnes, 1800 travailleurs qui étaient payés par le gouvernorat de Conakry. J'ai appelé madame la gouverneure, elle m'a dit, monsieur le ministre, depuis ma nomination, j'essaie de me battre pour mettre un terme à savoir clair, mais je ne parviens pas. J'ai dit, ok, la note circulaire que je vous ai envoyée, utilisez cette note circulaire pour dire à tout le monde que le ministre a décidé de mettre fin au paiement de tous les contractuels à partir du 31 décembre 2021. Je dis, ça vous permettra de voir physiquement, un à un, les personnes qui sont payées. Après ce travail, gigantesque réalisé par madame la gouverneure de la ville de Conakry, elle s'est retrouvée avec 966 personnes. Donc, 1800, la réalité était que c'est 966 personnes qui travaillent comme contractuels au gouvernorat.
Donc la même chose que j'ai demandé au gouvernement, la même chose a été demandée à l'ANSP. Maintenant, l'ANSP, si l'ANSP, le management d'alors n'a pas demandé aux travailleurs qui étaient là-bas, qui n'ont pas de contrat, de ne pas continuer à venir au bureau après le 31 décembre. Et aujourd'hui, ceci la clame par-ci, par-là. Certains même m'envoient des messages, d'autres vont dans les médias pour dire que ça fait 6 mois, ils ne sont pas payés. Je pense que, en toute honnêteté, tout Guinéen devait comprendre que cela ne relève ne pouvait pas continuer. Ouais. Et ce n'est pas aussi une faute, mais c'est plutôt, au lieu que ça soit posé comme un problème, ça devait plutôt être posé comme une appréciation quand même en termes de gestion des ressources publiques. En termes de gouvernance. Maintenant, la question liée à Al-Bayrak. Nous avons trouvé le contrat d'Al-Bayrak en cours. Lorsque je suis venu, j'ai demandé à voir clair dans le contrat. J'ai donné le contrat d'Al-Bayrak à 2 cabinets de juristes qui ont fait des analyses qui nous ont envoyées. Malheureusement, c'est l'État même qui est fautif dans l'élaboration de ce contrat qui a été très mal fait et qui ne permet pas de prendre en compte un certain nombre d'éléments. Maintenant, comme il fallait assainir la ville, moi j'ai appelé la direction générale d'Al-Bayrak pour leur demander, le contrat a été mal fait. Mais pour l'amour de Dieu, je ne peux plus revenir sur ce contrat, modifier et augmenter le montant. Accepter de travailler jusqu'à la fin de ce contrat, ou si nous avons d'autres financements de nos partenaires extérieurs, on pourra voir comment revoir le contrat. Donc Al-Bayrak continue. Maintenant, Madame la gouverneure, dans sa volonté de pouvoir assainir la ville de Conakry, a mis en place un programme parallèle qui n'a rien à voir avec Al-Bayrak pour l'assainissement. Vu qu'ils reçoivent des petites ressources qui ne sont pas très élevées pour appuyer l'assainissement au niveau des 5 communes de Conakry avec les mairies. Donc voici un peu la situation. À la question. À la question disant que les gens ont fait 6 mois à l'ANSP. Mais par contre, vous avez d'autres EPA au niveau du MATD où les gens ont fait encore 4 mois, ils n'ont pas été payés. Ce n'est pas parce que c'est bloqué par le ministre, mais c'est parce que au niveau de ces EPA, par exemple, ces personnes-là, certains sont décédés. La loi dit qu'il faut leur donner un certain nombre de mois de salaire lorsqu'ils meurent. Certains ont été enlevés à leur poste. Ils doivent être accompagnés. Et aujourd'hui, leur paiement était bloqué parce que le même processus de vérification des comptes publics que j'ai engagé au niveau des collectivités locales, je me suis dit qu'il faut engager les mêmes choses au niveau de ces EPA. Quand je prends par exemple les anciens personnels de l'agence de financement des communes de Conakry, Aficon, oui. Ils n'étaient pas payés. Je crois que c'est la semaine dernière, ils ont été payés, cette semaine, ils vont être payés. Ouais. C'est vous dire que eux, par exemple, c'est pas parce qu'il n'y a pas de prévision budgétaire pour eux. Il y a une prévision budgétaire pour eux, mais sauf qu'il fallait d'abord procéder à un système de vérification de tous les comptes, s'assurer que tout est bon avant de pouvoir payer ceci, vu que c'est des gens qui vont être reconvertis dans d'autres services de MATD ou dans d'autres EPA. Bien. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, en direct. Peut-être la toute dernière question. L'UFDG accuse le CNRD aujourd'hui d'avoir un plan de liquidation politique contre son leader. Et là, c'est Souleymane Diallo. Je sais bien que vous n'êtes pas le ministre porte-parole du gouvernement, mais vous êtes un ministre quand même proche du CNRD. On connaît un peu vos relations aussi avec le président de la transition. Existe-t-il un plan qui viserait à éliminer Souleymane Diallo de la course de la prochaine présidentielle, monsieur le ministre? Je fais d'abord une précision, en toute humilité. Je n'ai aucune relation particulière avec monsieur le président de la transition ou avec le CNRD. Je suis ministre du gouvernement comme tous les autres ministres dans le gouvernement. Donc, certaines questions liées à monsieur le président de la transition, il a un porte-parole à la présidence, un de monsieur le colonel Alamara Kamara, qui est censé répondre à ces questions. Le CNRD a une porte-parole, le colonel Aminata Diallo. Et les questions se rapportant au gouvernement de façon transversale, comme j'ai la chance de gérer un ministère transversal, je pourrais les répondre. Les questions concernant le MATD, au plaisir de les répondre, même pendant 2 heures, je n'ai pas de problème. Mais sur ces autres questions, je voudrais que nous fassions économie de ces questions-là et qu'on adresse aux bonnes personnes. Maintenant, pour l'opinion de façon générale, aujourd'hui, je puisse vous dire qu'au niveau du gouvernement ou au niveau du CNRD, il n'y a aucun plan de promotion ou d'élimination de Jean-Paul ou de Jean-Pierre. Les personnes qui se donnent le plaisir de le dire que telle personne, nous sommes dans la logique de faire promouvoir Paul ou nous voulons éliminer Pierre, ces communications ou ces affirmations n'engagent que ces personnes. Mais au sein du gouvernement, pour le moment, les 20 et quelques conseils des ministres et conseils interministériels depuis que je suis au gouvernement, je n'ai pas connaissance qu'on ait discuté des questions politiques. Pire, au gouvernement, je suis le seul. Oui. Lorsqu'il y a une question concernant les politiques, même pour le déplacement de certains où ils ont été, où il y a eu des petits bruits à l'aéroport ou par-ci par-là, ou même demain matin, lorsqu'un politicien a un problème particulier,
lorsque vous saisissez le Premier ministre, il va te dire non, il faut appeler Mori, appelle le ministre de la décentralisation, c'est vraiment lui qui gère ça. C'est pour vous dire que je ne pense pas qu'il puisse y avoir des discussions, des débats sur des leaders politiques et que je ne sois pas associé. Je ne pense pas que ça puisse avoir lieu. Et moi, de toutes les réunions que j'ai participé, de tous les conseils interministériels et ministériels que j'ai participé, on n'en a jamais fait qu'un. C'est un peu la précision que je voulais faire. Bien. Grand merci à vous, monsieur le ministre. On espère avoir été complet sur l'ensemble des questions d'actualité. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, bonne continuation. En quelques mots...